Voilà, donc je suis une psychologue suisse, formée d'abord à l'Université de Genève à l'école piagétienne. Je n'ai pas eu Piaget en cours, mais je le voyais arriver à vélo. Il était déjà à la retraite. C'est vous dire que je ne suis plus de première jeunesse. Et puis j'ai eu Berbelin Helder comme prof en psychogénétique. À l'époque où la faculté de psychologie et des sciences d'éducation à Genève était vraiment une faculté centrée autour de l'enfant. Maintenant, ça a pas mal changé, ça a beaucoup passé du côté de l'adulte. Et avec une très bonne formation à l'époque dans cette faculté pour les étudiants à la psychanalyse. Et ensuite, j'ai travaillé comme stagiaire dans l'équivalent d'un, je pense qu'on appellerait ici un CMP, pendant une année. Et après, je suis allée tomber dans la marmite des interactions précoces et non verbales avec Elisabeth Fiva. Je pense que vous avez entendu parler tous d'Elisabeth Fiva et de ses travaux sur le trilogue de Lausanne, donc sur les interactions précoces triadiques. Donc c'est une approche systémique et j'ai travaillé longtemps, je travaille toujours beaucoup encore avec Elisabeth et ça m'a amené dans une formation systémique. Et ensuite je suis arrivée à ce qui s'appelait à l'époque le service de guidance infantile, où j'ai travaillé avec Bertrand Kramer et Dan Stern sur la construction d'une étude dont d'ailleurs la vignette clinique est une émanation, et la guidance interactive aussi d'ailleurs. Et donc on a, ça a commencé en 1987 et on a fait de nombreux programmes de recherche autour de l'évaluation des effets des thérapies brèves, mère-bébé, parent-bébé. Ça a été beaucoup d'études différentes, d'abord autour des effets et puis ensuite autour des processus thérapeutiques à l'œuvre dans ces thérapies, chose que j'utilise toujours beaucoup maintenant encore dans les formations. C'est toujours très très utile dans les formations, notamment en guidance interactive, dont j'essaime les 4 coins de la France bientôt, avec grand plaisir. Et puis, donc j'ai travaillé pendant très très longtemps à l'unité de recherche. J'ai pris après la direction de l'unité de recherche depuis 1999. Jusqu'à maintenant où je suis en train de terminer puisque des changements dans le service font que l'unité de recherche a été démantelée, il n'y a plus d'unité de recherche propre au service et puis voilà, je vais continuer mon travail ailleurs. Ceci dit, pendant toutes ces années, à part ce travail dans le service où j'ai aussi beaucoup développé bien sûr de pratiques cliniques, surtout dans une unité ambulatoire qui s'appelle l'unité de guidance infantile. J'ai en parallèle, depuis quelques années, ouvert mon cabinet. J'ai une charge d'enseignement à la faculté de psychologie où j'enseigne les relations précoces, relations parents-enfants, évaluation et intervention. Et puis j'ai aussi développé une pratique dans la théorie de l'attachement. Et j'ai rejoint maintenant à Genève un groupe d'appartenance, le groupe de formation systémique, ce qui fait que ça me permet vraiment de travailler autour de... Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment une approche clinique avec plusieurs outils, et aussi plusieurs outils conceptuels, plusieurs outils d'intervention, puisqu'on sait bien que ça fait très longtemps qu'on avait posé la question de what works for whom. Voilà Bérangère dont vous parliez, donc au cas vous pourrez lui poser des questions encore après. Et donc, qu'est-ce qui convient le mieux, à qui et dans quelle situation, avec quel type de problématique. Et je crois que c'est quelque chose, c'est en tout cas une préoccupation et un intérêt que je partage beaucoup avec mon collègue Dante Troyan qui se présentera après. Voilà. Et puis c'est vrai que j'ai maintenant ces dernières années, justement en fonction de cette étude que je suis venue présenter il y a quelques années, en 2017, autour du stress, du trauma. Donc en l'occurrence, c'était les effets, la transmission de la réactivité au stress chez un jeune enfant dont la mère présente un état de stress post-traumatique lié à l'exposition à la violence. Et donc là, c'était une grosse étude, enfin c'est toujours une grosse étude, c'est une étude longitudinale, donc là on est maintenant dans la phase 3, puisque les petits qu'on a vus à 12 mois, on les voit à 11 ans, à 9 ans maintenant,
finit, on les verra jusqu'à 11 ans. Et donc dans ce contexte-là, j'ai effectivement développé pas mal d'intérêt autour des interventions autour du trauma, de l'état de stress post-traumatique et du trauma en particulier associé à l'exposition à la violence. Et puis dans ce contexte-là, dans ma pratique clinique, j'ai pas mal développé de pratiques de suivi et de supervision autour de ce qui ressort du placement familial, de la parentalité à haut risque, des enfants placés en foyer, du suivi à la fois de l'accompagnement des familles d'accueil, que vous appelez ici les nourrices, non, les familles d'accueil, ou avec le versant aussi, bien sûr, des parents biologiques. Voilà. Voilà, je crois que ça suffit. Voilà, donc je passe la parole à Dante qui va se présenter. Dante Troiane, je fais donc né et grandi dans la partie italophone de Suisse, avec un léger accent que vous allez entendre, rester discret. Malgré le fait que j'ai plus habité interfrancophone qu'interitalophone, j'ai fait mes études de médecine à Lausanne, puis j'ai, dans une première vie, fait une presque formation d'anesthésiste. C'est pour ça que j'ai sursauté quand on parlait de tatouages qui empêchent ou qui devraient empêcher les péridurales. Bref, c'est vraiment pas important. Après, j'ai commencé une formation en psychiatrie adulte, après en pédopsychiatrie. Et parallèlement, je fais mon cursus de psychanalyste. Maintenant, je suis membre de la Société suisse de psychanalyse. Je travaille dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Genève, dont la guidance infantile, où j'ai connu Sandra à l'époque, fait partie. Je dirige une unité ambulatoire qui est grosso modo une sorte de liaison ambulatoire 0-18 ans. J'ai la chance, et je pense que ça devrait s'entendre dans notre exposé de ce soir, de pouvoir avoir une clinique qui va du 0 à... Alors des bébés, un tout petit peu moins à ces temps-ci, mais voilà, des bébés à ma patiente la moins jeune, qui a fait une analyse avec moi à l'époque, maintenant elle a 78 ans. Bon. Donc il y a évidemment grosse différence quand je reçois un bébé ou quand je reçois un enfant de 4 ans qui se cache sous le divan, qui ne fait pas une analyse sur le divan, et quand je reçois les patients adultes en analyse entre guillemets classique. Mais il y a néanmoins quelque chose, un message que j'aimerais vous faire passer ce soir, de quelque chose, d'une continuité, surtout qu'est-ce qu'on apprend quand on s'intéresse des relations précoces qui vont nous guider et nous donner des pistes très intéressantes aussi pour le reste de l'âge de développement et de l'âge adulte. L'idée, je peux continuer sur l'idée de notre intervention ce soir. Donc vous avez vu le titre. On est suisse, alors on fait des plans après, on peut s'amuser avec les plans. Il y a une certaine, comme ça, chronologie, après on verra qu'est-ce qu'on a fait. Alors, tout ça est parti de toute une série de rencontres amicales, professionnelles, à la cafétéria, dans les couloirs, autour d'un repas et tout ça avec Sandra, où on a commencé à discuter et à interagir de plus en plus, toujours à partir d'une vignette clinique, avec sa vision de guidance interactive et ce que j'appelle moi une vision qui devrait être plutôt psychanalytique. À savoir que vous savez mieux que moi que la psychanalyse, hormis le divan classique pour la personne adulte, dans la pratique quotidienne on fait tout un mélange de différentes techniques, mais la pensée, derrière je pense, la théorie qui organise, qui devrait essayer d'organiser ma pensée et donc d'organiser mon intervention et la relation avec les patients, est d'orientation psychanalytique. Alors on a commencé à discuter autour des vignettes cliniques, autour de l'observation des interactions précoces mère-bébé. Qu'est-ce qu'elle voyait elle, qu'est-ce que je voyais moi, où on était d'accord, où on était peut-être en désaccord. Et puis surtout, ce qui est devenu encore plus intéressant, c'est de la manière d'intervenir. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle technique on applique pour soigner la relation quand elle a besoin de soins? Et à partir de là, nous avons commencé à discuter, on a fait des interventions, des enseignements à Genève et ailleurs, notamment ici. La première fois qu'on est venu ici, on a parlé un tout petit peu déjà de cette vision
mixte, on va dire, ou à large, voilà, à spectre assez large de l'observation, d'un côté l'observation mère-bébé, et puis des techniques ou de la technique d'intervention. Dans le titre, vous avez vu qu'on parle de polysémie, c'est-à-dire que... Hein? Moi, je remets le titre. C'est-à-dire, un des messages qu'on aimerait faire passer ce soir, c'est voilà, que la rencontre, on va parler de la rencontre mère-bébé, mais toute rencontre, quand on rentre en relation, quand on essaye donc de communiquer, cette communication, elle est toujours beaucoup plus riche, vous le savez, que le simple, en guillemets, message verbal ou la communication verbale. Il y a toute une série d'éléments qu'on communique consciemment et inconsciemment pour être en relation ou essayer d'être en relation avec l'autre. Et puis l'idée, voilà, c'est de voir comment, quand on intervient, quand on observe, quand on essaie de soigner, d'être le plus ouvert possible à recevoir sur des canaux multimodaux, non, au niveau sensoriel, vraiment dans la sensorialité, presque voilà, dans tous les organes de sens que nous avons à disposition, pour pouvoir nous imprégner de ce qu'on est en train d'observer, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce que l'autre est en train de nous communiquer, et puis en faire quelque chose avec une restitution qui est plus ou moins audible, compréhensible, et quand on a un tout petit peu de chance, qui laisse une petite trace, qui amène un petit changement. Effectivement, ce qu'on a eu envie de faire aujourd'hui, c'est de faire quelque chose qui se faisait, bon, modestement, hein, mais qui se faisait, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à des WAIM, pas WAIM France, mais WAIM International, quand il y avait cette formule proposée par Elisabeth Fiva qu'elle appelait les interfaces. Moi, j'ai fait une interface au Japon avec Mestil Papuzek et Miri Keren sur une situation où l'idée était d'avoir vraiment des regards d'abord individuels, puis après vraiment de pouvoir discuter. Et puis c'est en fait une formule très intéressante mais extrêmement difficile parce qu'il faut vraiment essayer d'aller indépendamment jusqu'à un certain point, puis après il faut vraiment qu'on puisse discuter, voilà. Bon. Donc là, les interfaces de la WAIM, il y a eu des choses très intéressantes, d'autres plus difficiles. Nous, c'était l'idée, effectivement, de partir d'une situation clinique que j'ai traitée il y a bien longtemps, qui est restée assez paradigmatique et une situation vraiment assez difficile, enfin très difficile on va le dire, mais avec une bonne alliance qui s'est construite et une maman et que je vois encore des fois et dont je suis toujours en contact avec des filles qui sont devenues grandes. Et donc cette petite Lucie, qui a 4 mois et demi, je vous dirai après, quand je vous parlerai de la situation clinique, je vous donnerai quelques éléments. Et donc de montrer le premier jeu, l'idée c'est vraiment de travailler sur le premier moment de jeu. Après, on peut parler éventuellement du suivi. On n'est pas en train de voir comment le cas a évolué, etc. Mais plutôt le contexte, ce cadre de guidance interactive, ce que ça représente. Donc, ce premier moment de jeu qui représente 4 ou 5 minutes, Dante, il a eu comme information, pour faire ce qu'il va faire après, le petit moment d'échange que vous allez voir, il n'a rien vu d'autre que ces 4-5 minutes, plus les informations recueillies dans le cadre des évaluations de notre étude. Donc les informations cliniques que je vais vous donner autour de la symptomatologie, des représentations maternelles, de quelques événements de vie de la maman, etc. Et avec ça, il a fait sa danse, on va dire. Et puis après, je vous montrerai celle que j'ai faite. Puis après, on verra si on arrive à faire un pas de 2. Ou si on se casse la gueule, on verra. On a toujours aimé voilà, les choses qui font un peu, qui amènent l'improvisation. Et puis bien sûr, à voir après vos lectures, vos réactions, puis c'est ce qui nous intéresse aussi. Voilà. Donc, la guidance interactive. Je ne sais pas dans cette salle si tout le monde sait ce que c'est, parce que j'ai quelques collègues qui font partie de mon super groupe qui sont présents, Bérangère, Christine et Paola. Maintenant, j'imagine qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la guidance. Certains un petit peu, et puis d'autres, pas du tout. Je raconte un petit peu, ça vous va ? Je me donne 15 minutes. Alors, donc c'est vrai que ces fameuses thérapies conjointes parents-bébés,
elles se sont beaucoup développées dans les années 80, avec notamment bien sûr à l'instigation de Freiberg, hein, qui a pu montrer que les parents en présence de leur bébé amènent un matériel très différent, ont une présence émotionnelle extrêmement différente, et puis que le bébé de son côté ne peut pas attendre non plus que le traitement individuel des parents. Et donc dans ces années-là, dans différentes écoles, hein, américaines, au Japon, d'Amérique du Sud, et en France avec les Bovici, et en Suisse avec Kramer et Palacio, se sont développées ces thérapies conjointes où l'idée était vraiment de traiter la relation parent-bébé, où le patient et la relation. Et Dan Stern a écrit beaucoup de choses là-dessus, plusieurs très beaux textes où effectivement il montre comment le patient et la relation, ce qui n'est pas facile pour l'esprit, hein, parce que l'esprit, penser la relation, si on n'a pas des outils, on est ballotté de l'un à l'autre. Et puis donc il y a eu ces thérapies conjointes parent-bébé modélisées à Genève, en particulier par Kramer, Palacio et Knauer, donc trois psychanalystes, donc un modèle psychodynamique. Et puis, quand Stern est arrivé à Genève, eh ben, ils ont eu, Kramer et lui, envie de faire un petit ensemble, on pourrait dire. Et la ponte a été un projet de recherche sur l'efficacité de ces thérapies brèves, on dit parents-bébés, à l'époque c'était beaucoup les mamans, maintenant c'est beaucoup plus avec les deux parents, mais à l'époque c'est vrai que c'était beaucoup les mères et les bébés, avec tout un questionnement qui était très questionné par d'autres cliniciens. Je me souviens de Rosine Debray qui était par exemple extrêmement critique par rapport aux thérapies brèves. Et donc l'idée c'était de voir comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que certains disaient c'est une thérapie, c'est un traitement du symptôme, il y aura un changement de symptôme, ça va réapparaître, c'est du pipeau, ça va. Bon. Donc ils ont eu l'idée, et après Christiane Robert-Tissot et moi on est montés dans le bateau pour effectivement terminer ce projet et le mettre sur pied, le concrétiser, donc d'évaluer les effets. Et donc, dans les thérapies brèves conjointes parent-enfant, il y a une notion, un concept extrêmement intéressant qui est le concept de focalisation, de focus thérapeutique, qui, en psychodynamique, est explicité, défini comme je le mets là. Donc ça, c'est sorti de toutes les références que j'ai mises en haut. Donc, aller chercher à identifier les points de convergence entre les conflits parentaux et l'expression symptomatique du bébé. Donc, l'idée, c'est que le bébé a un symptôme, le parent vient avec un symptôme du bébé, et c'est d'aller chercher le conflit intrapsychique des parents, d'un ou de l'autre ou des deux. Palacio était le champion pour faire un focus pour la mère, un focus pour le père, puis encore un troisième pour les deux parents, et voir après comment ce conflit agissait dans la relation et s'exprimait sous forme de symptômes. Après, le choix du symptôme, c'est parfois un peu mystérieux, mais il y avait quand même cette idée d'aller identifier ces conflits et de les relier aux troubles actuels. Et puis, Kramer, ça c'est beaucoup Kramer qui a parlé de cette séquence interactive symptomatique, parce que toute cette équipe, et je dirais Kramer en particulier, était très intéressée par les interactions, ce qu'on appelle les interactions réelles. Pendant le décours des séances, l'entretien se faisait bien sûr autour de la mère, de ses représentations, il allait vraiment débusquer ce fameux conflit, mais il était extrêmement attentif à ce qui se passait dans l'ici et maintenant. Et il a défini ce concept de séquence interactive symptomatique, qui est exactement, c'est de la définition que je vous mets. Alors que le parent expose ses plaintes, l'expression de ses affects devient plus intense, le thème central conflictuel est souvent révélé dans son attitude en séance à l'égard de l'enfant. L'enfant se joint à la conversation, une interaction se développe d'une façon qui met en acte le conflit relationnel dont parle la mère. Donc il peut y avoir des interactions. On a tous le souvenir d'une séance, d'un suivi avec un bébé qui avait des problèmes alimentaires, et où il y a un moment où le bébé, enfin c'est une petite qui doit avoir, elle doit avoir une année, 12, 13, 14 mois,
Elle aimerait manger, et il y a toute une scène où la maman, elle tarde, on voit comment elle contrôle la situation, ce qu'on voit d'ailleurs très souvent dans les troubles alimentaires. Elle prend un temps fou pour ouvrir le sac, elle sort une barre de chocolat, et la petite commence un petit peu à s'énerver, alors elle ouvre le papier, puis elle en prend encore un petit bout, elle se lèche encore les doigts, et puis elle mesure, elle dit à l'enfant, non mais vas-y, mais tu vas t'étouffer. Voilà. Tout ça, Kramer analyse très très précisément. Il faisait des émissions à l'époque sur France 2, c'est d'ailleurs une de ces... Ou Antenne 2, ça s'appelait à l'époque, je crois. Pour papa, une pierre pour maman. Voilà, exactement. Donc ça, c'était vraiment typiquement un exemple de séquence interactive symptomatique où il observait, mais c'est vrai qu'il utilisait plus ce qu'il observait pour alimenter la recherche du conflit intrapsychique de la mère, puisque cette maman, en même temps, racontait comment, finalement, étant fille de boulanger, les parents étaient toujours dans leur commerce, il n'y avait souvent pas des bonnes choses à manger, enfin pas des choses saines, et c'était rempli de cochonneries adorables. Alors là, on voit la tête du psychanalyste qui ouvre des yeux comme ça. C'est vraiment là, on sent qu'il sent son truc, et avec cette femme qui va au final dire qu'elle fait une éloge de la maigreur. Elle dit, mais c'est horrible d'être gros, je bouffais ces trucs. C'est une femme c'est une belle femme, bien en chair, mais pas du tout trop grosse, mais elle disait, mais moi j'aimerais mourir, même s'il fallait mourir, mais mourir en maigre, enfin un éloge de la maigreur. Donc là, on était en plein dans ces thématiques-là. Et dans notre étude sur les thérapies brèves, il fallait donc construire dans notre programme un autre groupe. Et au départ, on s'était dit qu'on aurait pu faire un groupe sans traitement. Un groupe sans traitement n'était pas faisable, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de liste d'attente. Maintenant, il y en a une très grosse, mais il n'y en avait pas. Pendant que les gens attendent, ils font toutes sortes de choses qu'on ne va pas pouvoir contrôler. Donc, Stern a eu l'idée, ça a fait beaucoup de discussions, je ne vous dis pas ce que ça a fait comme grande discussion, de proposer un autre plan expérimental, à savoir une autre intervention avec un modèle complètement alternatif, dans le sens de contraste, du point de vue du modèle d'intervention. Donc, travail sur le ici et maintenant des interactions observées en séance, pas de référence immédiate au passé du parent, une prise en compte, donc là vous voyez dans la description, en fait ça c'est la guidance interactive qui se développait à l'époque par Suzanne McDonough à Providence, donc sur la côte est des États-Unis, et qui est caractérisée par ceci, effectivement. Donc une prise en compte minutieuse des contributions respectives sur le plan des interactions ici et maintenant, l'utilisation de la vidéo comme support d'observation, et puis l'identification des ressources, et pas n'importe quelle ressource, aller identifier les ressources qui peuvent servir de levier par rapport aux symptômes. Ce n'est pas faire renforcer pour renforcer, c'est quand il y a ce type de problématique, quelle est la ressource en présence qu'on va tenter de mettre en évidence pour agir comme levier. Et aussi, bien sûr, au fur et à mesure de la construction de l'alliance, pouvoir travailler sur des choses un peu plus difficiles. Voilà, donc, dans la guidance interactive, ce qui est important, c'est de savoir qu'elle arrive dans un contexte aussi scientifique et technique. C'était vraiment l'époque où la technique faisait beaucoup de progrès, où il y avait plus de choses filmées. Les systémiciens filmaient depuis longtemps leur thérapie. On est aussi à l'époque du fameux casework, l'époque où Myriam David est aux États-Unis, où elle va revenir après en France amener son approche psychosociale, avec toute la réflexion de la psychologie du moi, de la partie saine, du rôle actif donné aux familles dans l'élaboration du traitement. Voilà, tous ces éléments-là. Et du point de vue de la théorie, effectivement, la guidance interactive n'est pas par définition un modèle théorique unique, il y a quelque chose d'hétérogène et qui s'inspire de différentes théories c'est justement tout l'intérêt, c'est sa force et sa fragilité, parce qu'évidemment quand on a quelque chose qui a identifié un modèle théorique fort, on arrive à le situer. La guidance interactive ne l'est pas. Elle prend différentes choses, et c'est vrai que ça va dépendre des situations, ça va aussi dépendre du thérapeute. Mais
approche psychosociale, c'est absolument central. Modèle transactionnel du développement, ça veut dire vraiment qu'il va intégrer toute la lecture du contexte et vraiment réfléchir en termes de facteurs, de cumul de facteurs de risque, de cumul de facteurs de protection, aller identifier ces facteurs. Et si on devait l'approcher d'un modèle théorique, je dirais qu'elle était à l'époque proche de la théorie systémique. En même temps, elle est à la croisée de beaucoup de choses, puisque elle est fondamentalement, moi quand je revois mes interventions, je n'étais pas du tout formée par rapport au concept de l'attachement, mais il y a de l'attachement tout le temps, mais parce qu'il y a aussi de l'attachement quand on travaille comme clinicien dans tout ce qu'on fait. Après, ça permet de savoir ce qu'on fait quand on parle d'attachement, mais logiquement, tout le monde le fait. Et puis, thérapie basée sur la mentalisation, je connais bien Fonagy, ça fait longtemps il ne parlait pas encore de mentalisation à l'époque et de fonction réflexive, et c'est très très marrant de voir que, en fait, je faisais énormément de travail sur la mentalisation, même, je pense, peut-être même vous le verrez, je ne sais pas, dans cet exemple, je ne me souviens plus. Enfin voilà, donc tout ça c'est des modèles théoriques, on va dire de quoi ça s'inspire. Et puis, dans le traitement, on a dans une des étapes, et je vous le dis parce que ça concerne la maman dont je vais vous parler, dans un de nos programmes de recherche, on a laissé les parents choisir. Une fois qu'on a eu notre première étape où on a montré que les deux traitements étaient autant efficaces l'un que l'autre, ce qui était quand même une surprise, hein, ça c'était pas prévu, c'était pas prévu parce que Kramer, Palacio, Knauer pensaient que si on ne passe pas par la voie royale du travail sur les représentations parentales, on ne peut pas avoir de changement. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément les mêmes changements, mais en tout cas, du point de vue de ce qu'on mesurait comme indicateur, ça veut dire les interactions et les symptômes, la qualité des interactions et la symptomatologie de l'enfant, les deux interventions étaient autant efficaces l'une que l'autre. Donc dans un programme ultérieur, donc quand on travaille sur les processus thérapeutiques, c'était justement l'époque de What Works for Whom, on a travaillé avec un psychanalyste, Horst Keschele, qui est un psychanalyste allemand génial, qui lui a fait de la recherche sur beaucoup de séances analytiques d'adultes. Et lui nous disait, mais en fait, maintenant, si on veut être un petit peu à la pointe de ce qui se fait maintenant, il faut que les patients choisissent. Donc on a fait un descriptif, on a fait tout un programme là-dessus. Il y a d'ailleurs une publication, je l'ai mise dans mon PowerPoint, qui est sortie dans Infant Mental Health, qui s'appelle le choix du traitement, où donc les parents avaient ces descriptifs et à la fin de l'évaluation, donc avant qu'on discute avec les cliniciens répondaient à la même question, mais sans connaître le choix, bien sûr, des patients, enfin des sujets de l'étude, qui étaient des patients, on a pu voir des choses intéressantes. Alors voilà comment on présentait le traitement psychodynamique aux parents. En discutant de vos problèmes d'étude de votre enfant, le thérapeute vous aidera à mieux les comprendre, il tentera de les résoudre avec vous. Il vous demandera de parler aussi librement que possible de vous-même, de votre famille, de votre enfant. Donc on voit l'aspect de narration. Sur la base de ces discussions, le thérapeute cherchera à vous livrer des éclaircissements sur les liens entre les problèmes de votre enfant et votre histoire. Et puis, guidance interactive, le thérapeute vous invitera à jouer librement avec votre enfant. Ces moments seront visionnés pendant la séance. Ils vont vous permettre, avec des discussions, d'avoir un regard nouveau sur les différents comportements de votre enfant et la façon dont vous y répondez. Nous tenterons alors d'établir des liens avec les difficultés qui vous ont amené à consulter. Et ce que des parents ont très bien compris, quand ils lisaient les deux, certains disaient « Non, moi, je ne veux pas être dans le pourquoi, j'aimerais être dans le comment ». Et puis d'autres disaient, moi j'aimerais être dans le comment et pas dans le pourquoi. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'avec certains types de troubles, alors les troubles assez mentalisés comme les troubles fonctionnels, genre psychofonctionnels, genre troubles alimentaires, troubles du sommeil, troubles de la séparation, il y avait un accord de à peu près 90% entre ce que les parents choisissaient et ce que les cliniciens choisissaient. Donc les parents finalement savaient assez bien ce qu'il leur fallait. Quand on arrive dans d'autres types de troubles, notamment les troubles du comportement, qui sont, du point de vue de la population consultante, beaucoup plus hétérogènes. D'abord, c'est
par définition beaucoup moins mentalisés, avec des parents qui ont souvent une beaucoup plus grande difficulté à pouvoir d'emblée être confrontés à des choses difficiles de leur parentalité. On avait des parents qui disaient vouloir rompre la chaîne de la transmission et comprendre pourquoi, mais dans les faits, ils ne le supportaient pas. Et on avait, alors après il y a tout un, ça c'est tout à fait un autre chapitre, mais quelque chose sur quoi j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes, les troubles du comportement, c'est qu'il y a une temporalité à avoir pour ne pas entrer tout de suite dans la mise en lien, parce que la mise en lien, elle est tellement évidente. Quand on parle de fil rouge, pour les troubles du comportement, ce n'est pas des fils rouges, donc c'est des câbles de téléphérique fluorescents, tellement c'est évident. Et si on est tout de suite dessus dans les 3 premières séances, on a les parents qui sortaient, qui disaient « mais c'est incroyable, je viens pour mon gamin, on parle de mon oncle, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est insupportable ». Alors, il faut pouvoir passer quelques séances, et après on peut commencer. Mais au début, c'est vraiment très à vif. Et donc, vous puissiez situer comment se passe une séance. Donc l'objectif général, ça je l'ai déjà dit, c'est le renforcement des compétences et de l'estime de soi des parents, ce qui est très facile à dire comme ça, mais quand les thérapeutes travaillent dessus, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur ce qui fonctionne bien, quand des parents viennent pour ce qui fonctionne mal, et de savoir comment on le fait. Ça peut être extrêmement blessant, on ne peut pas laisser partir des parents qui viennent en disant quelque chose ne va pas, en disant mais regardez comme ceci va bien, c'est pas suffisant. Et puis on va de manière, alors je parle pour la guidance interactive, je pense qu'il y a toutes sortes, ça se fait aussi dans la perspective attachementiste, cette approche, et il y a des tas d'autres thérapeutes analytiques qui travaillent de cette façon-là, mais l'idée c'est vraiment d'aider le parent à contenir le parent pour qu'il puisse contenir son enfant. En guidance interactive, on ne court-circuite jamais le parent. Et puis, ça c'est le schéma très important qu'avaient proposé Dan et Nadia Stern, justement dans le contexte de notre étude, pour essayer de modéliser ce qu'est la nature du système clinique, ce qu'est aussi la relation parent-enfant, et aussi par la fameuse modélisation des portes d'entrée dans les traitements. Donc ce qu'on a au centre dans le comportement interactif objectivable, c'est effectivement les interactions ici et maintenant qui se déroulent sous les yeux du clinicien, donc comportement enfant, comportement parent. Ça c'est ce qu'on pourrait décrire tous avec un papier puis un crayon. Et puis de ce comportement objectivable, il y a l'expérience que chaque partenaire en a et qui n'est pas forcément, qui n'est jamais totalement la même, qui peut être parfois très différente. Expérience subjective de l'interaction telle que le parent se la représente, l'éprouve, la vie, et puis du côté de l'enfant. Et puis il y a bien sûr, c'est pas là-dedans, mais il y a aussi la part on peut aussi intégrer le thérapeute là-dedans, qui se fait sa représentation. Et donc l'ensemble est la relation. Et du point de vue de la modélisation des interventions, ça nous a permis, dans notre groupe de Genève, de montrer que, en fait, quand il s'agit de trouver la bonne porte d'entrée, ou en tout cas qu'il y a une porte d'entrée par laquelle on puisse entrer, et une fois qu'on est entré par une porte, on est entré dans le système, et ça va générer des changements de manière réciproque, mutuelle. Et quand on travaille sur un mode très psychodynamique, ou en admettant qu'on travaille beaucoup pendant un moment sur les présentations du parent, ça devrait avoir une influence sur les interactions que le parent a avec l'enfant, qui en retour va modifier ses représentations et va aussi modifier les représentations de l'enfant et donc va modifier aussi après les interactions. Mais quand on en parle des interactions, il se passe aussi des modifications. Donc on peut aussi agir en entrant par les interactions ici et maintenant pour modifier les représentations de l'un et de l'autre et après sur l'ensemble de la relation. Voilà. Là, peut-être juste dire la partie de droite, donc on a dans l'idée de l'étude, on s'est vraiment obligé à réfléchir en termes de focus aussi en guidance interactive. Et donc le focus, ça ne va pas être, ce qu'on peut appeler une hypothèse de travail, ça ne va pas être évidemment le conflit intrapsychique par définition. D'abord, on est dans l'interpersonnel en guidance interactive. Et puis, on ne va pas aller chercher le conflit puisqu'on va aller justement chercher à agir sur des interactions dysfonctionnelles.
Donc le focus, ça reste le pattern interactif parent-enfant dysfonctionnel qu'on relie aux symptômes ou problèmes de l'enfant. Donc le focus, c'est bien ce qui dysfonctionne et qu'on relie aux symptômes. Après, de ce focus va découler qu'est-ce qu'on se met comme objectif, sur quoi on veut, sur quelles ressources on veut toucher pour modifier ce focus. La vidéothérapie, c'est un vaste domaine qui facilite la prise de conscience, qui facilite l'accès aux émotions, mais il faut que ça se fasse avec un clinicien. Ce n'est pas de mettre la famille devant les images qui va changer quelque chose. Que la seule contre-indication, c'est que l'adulte ne supporte pas d'être confronté à sa propre image ou à celle de son enfant. C'est la seule contre-indication. Et puis, il y a beaucoup d'applications, ça je ne vais pas les développer, qui se sont développées après avec le temps pour cette intervention. Et puis là, vous avez quelques références toutes récentes, dont encore une autre qui devrait être en préparation, je pense, dans le neuropsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et puis, je vous ai mis en gras, quand les patients contribuent au choix du traitement, ça c'est ce que je vous ai mentionné avant. Alors, donc, une séance typique, donc format du traitement 6 à 10 séances, puis c'est une intervention brève, il n'y a pas de durée minimale, mais en général, à 10-12 séances, on a quand même fait le tour d'une étape de travail, avec un aménagement du cadre assez spécifique, puisque on a, en général, si ça se passe dans un cabinet de consultation, l'idée c'est de filmer un moment d'échange. Alors c'est souvent un moment de jeu, mais à domicile on peut filmer d'autres choses. Il y en a qui filment un repas, il y en a qui filment un moment de bain, il y en a qui filment un bain, un repas familial, etc. Dans les moments de jeu, il y a un tapis avec du matériel préparé par le thérapeute, et puis les participants, c'est généralement les parents et l'enfant. Il peut y avoir parfois d'autres personnes très importantes qui peuvent être invitées à participer, importantes pour la famille. Il peut y avoir des fois du travail avec la fratrie, mais en principe on se centre d'abord sur le parent-enfant. Et puis, il y a 4 moments, en gros, quand la famille arrive, on parle, on fait un moment comme dans toutes les séances, on parle de ce qui s'est passé, des nouvelles, de ce que les parents ont raconté. Et c'est là qu'on évalue. On a des parents qui arrivent avec des choses extrêmement urgentes et difficiles à amener. C'est évident que c'est ce qu'on fera, puis que si on ne joue pas, on ne joue pas. Mais en général, on a ce moment. Ensuite, il y a un moment d'échange, un moment de jeu, court, le moment de jeu, quand on travaille comme ça, 10 minutes c'est déjà très long. Avec les enfants on fait ça, on peut faire ça pas uniquement avec les tout petits, on peut faire ça avec des enfants beaucoup plus grands, mais c'est vrai qu'avec un petit bébé, 3 minutes c'est déjà beaucoup. Avec un enfant plus grand, 10 minutes c'est largement suffisant. Et après ça, il y a ce qu'on appelle les questions après le jeu, et après on visionne. On visionne en général immédiatement. Ça, c'est ça dépend de l'étape de formation, de comment les gens se sentent. Ça, c'est pas la question à discuter ici. Les questions après le jeu, c'est très important. Ce moment est-il typique de ce qui se passe à la maison? Est-ce que vous avez été surpris par quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez le mieux, moins aimé? Est-ce que vous pensez que votre enfant a eu du plaisir? Est-ce que vous pensez que votre enfant a mieux ou moins aimé quelque chose? On a accès là aux représentations immédiates que le parent vient d'avoir de ce qui s'est passé. Et c'est un contenu d'une richesse énorme, parce que ça nous donne énormément d'informations, pas seulement sur le ici et maintenant du jeu, mais sur la manière dont les parents souvent interagissent, vivent, souvent ils parlent aussi du quotidien, de comment c'est en général pour eux. Et puis, on va travailler sur le faire, le penser, les représentations, les émotions, les comportements. Ça, on jongle. Et puis, une chose qui est extrêmement centrale, bien sûr, c'est qu'on sélectionne, puisque c'est là qu'il y a toute la question, donc comment on fait quand on fait tout de suite après.
Ça fait partie de la formation, hein, d'apprendre comment on entre dans quelque chose. Ce n'est pas un traitement protocolé, ce n'est pas un traitement qui apprend à jouer, ce n'est pas un traitement qui apprend de manière générale à être un bon parent. On co-construit avec là où en est le parent et la question qui l'amène en consultation. On n'est pas en train de regarder, d'être assis, puis de laisser défiler tout le film. On s'arrête sur des petits bouts. Et puis là, le visionnement, c'est le moment central du processus thérapeutique, puisque c'est quelque chose qu'on fait avec les parents. Il faut vraiment imaginer un triangle avec l'image, le thérapeute et les parents. Et les parents, c'est le thérapeute qui tient d'abord c'est lui qui tient la commande de l'image, mais les parents, on les entraîne dans le sens, on les prend avec nous pour commenter, mais les entraîner dans le premier sens du terme à décrire. La description est hautement thérapeutique et beaucoup de parents ne savent pas décrire. Ils font un truc tout global ou quelque chose qui sort de leur tête. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là, exactement? C'est extrêmement... Déjà, rien que ça, c'est un très grand pas. Qu'est-ce qu'ils décrivent, qu'est-ce qu'ils voient, ce qu'ils éprouvent, qu'est-ce qu'ils pensent, que leur enfant pense. C'est pour ça que je vous parlais de mentalisation. Quand votre petit est là, qu'est-ce qu'il pourra avoir dans sa tête? Et puis vous, qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Et puis, s'ils n'arrivent pas, on essaie... Et puis, c'est une hypothèse. Puis, si on essaie de faire générer des hypothèses. C'est que des hypothèses, on n'est jamais dans sa tête. Mais tout ça, ça met en route beaucoup de choses psychiques hein, chez le parent. Et puis, progressivement, le thérapeute se construit des hypothèses qui va lui permettre de construire, d'identifier un fil rouge. Parfois, c'est super dur. Hein. Parfois, on jette des bouteilles à la mer. C'est pas toujours simple. Hein. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais, pour vous mettre dans le bain, vous dire de la guidance interactive. Quand elle parle de psychanalyse, pour moi, c'est une forme de psychanalyse. Parce que si je pense à la psychanalyse qui s'intéresse que aux choses représentées, j'en perds la moitié. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'était un modèle psychanalytique à un certain moment, dans une certaine institution, qui faisait référence à certaines théories psychanalytiques. Il y a d'autres théories psychanalytiques qui s'intéressent, parce qu'on ne peut pas réduire la psychanalyse. La psychanalyse ne s'arrête pas que aux choses représentées, ne s'arrête pas que aux choses en lien avec un conflit psychique, et ne s'intéresse pas seulement à l'inconscient refoulé. Sinon, ça serait s'arrêter à 1900, même pas à 20, c'est-à-dire on arrive à la métapsychologie, puis on s'arrête là. C'est-à-dire que même dans le grand-père fondateur, on s'intéresse au-delà. Il y a la représentation, c'est le produit final de quelque chose qui se fait dans l'appareil psychique, qui est aussi un appareil somatique, qui fait que la construction et de la pensée et de l'affect ou de l'émotion qui l'accompagne, c'est beaucoup plus compliqué, complexe, et ça prend tout un chemin pour arriver à la représentation. Une fois qu'on a la représentation, après, on va voir, on peut construire et faire et travailler avec. Mais on ne peut pas dire que la psychanalyse s'intéresse que à ça. C'est pour ça que nos modèles, à mon avis, sont moins distants de ce qu'on pourrait croire, et ça nous a donné avec Sandra des magnifiques discussions et des points de divergence qui après sont arrivés sur des points de convergence. C'est une image caricaturale de penser que la psychanalyse, c'est que la représentation, comme je pense que c'est caricatural quand on imagine qu'elle, avec sa guidance interactive, elle va faire du pur comportement, et puis c'est simple, et puis voilà, pour les bêtes, on va faire ça, et puis pour les intelligents qui savent penser, on fait autre chose. Parce que, évidemment, c'est vraiment aux antipodes de la réalité. Et après, je pense que, voilà, elle disait tout à l'heure, après, il y a de l'attachement partout. Ben oui, il y a l'attachement partout parce qu'il y a aussi du transfert partout. Donc, après, je ne mélange pas toutes les théories, mais ces théories qui sont parallèles, convergentes, avec des points différents, mais on s'occupe tous du même sujet, c'est-à-dire du même problème, de la relation, de comment elle se développe et de comment l'individu se développe à partir du bébé, enfant, adolescent et adulte. Avec des points de vue différents, on va arriver à avoir une vision complémentaire, mais qui ne devrait pas
être à l'opposé l'une de l'autre. Sinon, il y a un problème technique et scientifique, dirait Kuhn. Voilà. Alors, donc, ce que je voulais vous dire sur la petite Lucie, que la maman amène quand elle a 5 mois. Il y a effectivement des troubles du sommeil sévères. Je pense que je vais prendre ce que j'avais résumé là, parce que ça ira peut-être plus vite. Donc, elle est exclusivement nourrie au sein. Elle présente des troubles du sommeil sévères, avec beaucoup de difficultés à s'endormir, beaucoup de réveils systématiques plusieurs fois pendant la nuit. Elle ne peut s'endormir ou se rendormir qu'en étant allaitée. Il y a de fréquentes régurgitations qui constituent aussi un motif de consultation. La mère se dit très triste, déprimée, incompétente comme mère. Elle se décrit d'humeur très instable. Et il est pratiquement impossible d'obtenir une description claire des symptômes du bébé parce qu'elle pense que l'état de sa fille dépend de son état à elle. Et effectivement, en fonction de son état, elle va l'allaiter toutes les demi-heures ou toutes les 4 heures. Donc le bébé, on le sent complètement pris, sans existence propre, dans ses projections, ses représentations, et vraiment son vécu d'angoisse très intense. À la première séance, donc, elle va se décrire elle-même comme une grande amodonique. Elle mentionne une relation très conflictuelle avec sa mère qui dure depuis très longtemps et elle a extrêmement peur d'avoir abîmé son bébé. Dans l'histoire un peu qu'elle raconte d'elle, de son histoire personnelle, donc déjà, comme les représentations que ça passait dans l'entretien qu'on présentait dans notre étude, par l'entretien dit l'entretien R, où on pose des questions ouvertes sur les événements du passé de l'enfant, comment elle se voit comme mère, comment elle se représentait sa propre mère. Et c'est vrai que dans la manière qu'elle a dans les évocations qu'elle fait du passé de l'enfant, vu qu'on est au premier chapitre, je vous donne 2-3 éléments qui donnent aussi un petit peu son style. Donc autour de la conception de l'enfant, Madame voulait un enfant depuis longtemps, mais pas son compagnon. Puis il a été d'accord, le couple est parti à la Martinique pour une lune de miel, ça a marché du premier coup. Durant la grossesse, elle a perdu du sang au cours du 3e mois, elle s'est beaucoup inquiétée, c'était la panique, elle pleurait en disant « je ne méritais pas ce bébé ». Elle était très très en souci jusqu'au résultat des analyses médicales. Et puis, il y a eu un accouchement, ça s'est plutôt bien passé, il y a eu des visites de sa mère qui se sont chaque fois terminées par des conflits et des crises énormes. Et puis, ça c'est typiquement sa manière de parler, elle a eu un accouchement à la maison, elle a accouché à la maison. C'est un accouchement fantastique, avec une hémorragie importante due à un placenta inséré bas. Ça m'a permis de lâcher, d'être douceur et féminité. Ça, c'est tout à fait sa façon de parler avec beaucoup de représentations toutes faites. Alors, c'est assez intense, vous verrez. Donc, elle est restée alitée 3 semaines à 1 mois avec le bébé. Le compagnon, qui était à cette époque-là au chômage, s'occupant de toute l'intendance. Et puis, alors, du côté de comment elle se voit, elle, comme mère, elle peut se voir parfois attentive, aimante. Ça dépend des jours, mais très souvent, elle se voit pas maternelle, elle se sent nulle comme mère, elle craint d'avoir abîmé son bébé, de lui avoir fait du mal à cause de son histoire personnelle de souffrance. Elle ne comprend pas les demandes du bébé. Quand je ne suis pas bien avec moi, j'ai la croyance que je suis mauvaise pour elle, la plus mauvaise maman qu'elle aurait pu avoir. J'ai toujours l'impression que quelque chose de grave, d'irrémédiable s'est passé, et je me sens régulièrement précipitée dans le drame. Ces mouvements alternent avec des périodes de mieux-être avec un rythme d'environ 1 semaine. Donc, c'est des fluctuations extrêmement rapides. Elle a été en thérapie analytique pendant environ 1 an, puis après elle est devenue gestalt thérapeute. Comment elle voit sa propre mère? Pas très présente, pas affectueuse, aucun toucher, aucun câlin. Très peu de souvenirs de sa mère en face d'elle. Elle s'est sentie abandonnée. Elle me décrira un moment où elle avait 3-4 ans et sa mère l'a amenée chez quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et l'a laissée pendant 6 mois là-bas. Donc on voit déjà des éléments effectivement assez traumatiques. Elle me dira souvent que sa mère l'a abandonnée, qu'elle a beaucoup de tristesse,
Sa mère a démissionné, elle n'a jamais pu ni parler ni se confier. Et puis elle, donc la maman de Lucie, après avoir été un bébé facile, elle est devenue une petite fille casse-cou, destructrice. Tout ce que j'ai fait par la suite, c'était remplir le vide avec des drogues, des hommes, de la nourriture. Je suis devenue boulimique avec le travail, business. Mais elle se souvient d'avoir beaucoup rejeté sa mère, repoussé dès l'âge de 8 ans. Elle décrit des situations où sa mère s'approchait d'elle par derrière, que madame la repoussait en disant qu'elle était chiante et qu'elle la trouvait dégoûtante. Et puis, elle parle de son père. Les parents avaient une boulangerie aussi, c'est pas les mêmes que l'autre, mais ils en avaient une. Son père s'occupait beaucoup d'elle. Donc, tous les soins, alimentation, bain, c'était le père qui le faisait, qui était très câlin avec elle. Il était fier de moi, on était comme un petit couple. Ils étaient complices et sa mère les approuvait. Et donc la mère de Lucie éprouvait beaucoup de culpabilité. Et à la puberté, cette relation avec ce père est devenue très gênante par les regards et la proximité physique de son père, avec un père qui la touchait. Elle mentionnera un souvenir qui la choque beaucoup, où il touchait ses seins qui étaient en train de pousser, puis il disait alors ça pousse ces petits artichauts. Donc son père la dégoûtait. Et c'est vrai que voilà, avec le recul, il y a des éléments traumatiques du côté de la mère, des aspects qui ont l'air d'être plutôt abusifs du côté du père, qui était pourtant celui qui donnait aussi les soins. Et elle est réticente, elle choisira, je vous dirai pourquoi, la guidance interactive, tout en étant réticente un peu à être filmée, en associant la caméra avec l'œil de son père dont elle a coupé les ponts, elle est partie en internat, très jeune, et puis elle a refait sa vie à 17 ans. Et au moment de la naissance de Lucie, elle a décidé de reprendre contact avec son père, elle lui a écrit, et son père ne lui a pas répondu directement, il a répondu par l'intermédiaire de sa propre mère. Et madame a eu 3 avortements avant d'avoir Lucie. Voilà. Donc, c'est une indication. Dans l'étude, on devait prendre des situations, des cas difficiles. Donc là, ça a été évalué comme une situation, comme un cas très difficile pour une thérapie brève. Et puis, d'ailleurs, je ne peux pas résister aux commentaires vu ce que Dante vient de dire. Puisque quand on devait, les thérapeutes, choisir les traitements, donc il y avait 3 thérapeutes psychanalytiques, Kramer, Palacio et Knauer. Ils penchaient pour la guidance interactive, avant de savoir qu'elle-même avait choisi la guidance interactive, car la mère est trop dépendante du thérapeute, a des représentations artificielles, un faux self, et risque un transfert trop massif. C'est sûr qu'en guidance interactive, il n'y aura pas de transfert massif. Pour eux, c'est un régime. Voilà. Pour eux, la guidance interactive, pas sûr. La guidance interactive peut marcher, permettre à la mère de voir le bébé tel qu'il est. Et puis, ma collègue et moi, on craignait que la mère revienne tout le temps sur son passé. Et puis finalement, on pensait que la guidance interactive permettrait de rester dans l'ici et maintenant par rapport à ces représentations toutes faites qui faisaient un écran majeur avec le bébé. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la première séquence de jeu. Donc, je précise que la mère, les parents ne sont pas obligés de faire quelque chose. Ils ont du matériel à disposition, mais ils font comme ils veulent avec leur bébé. Alors, la première fois que j'ai regardé cette vidéo, j'ai voulu le faire sans avoir lu le texte, donc le rappel anamnestique ou l'histoire de cette patiente, pour essayer d'être encore un brin plus objectif et moins un brin plus neutre. Je pense qu'on ne peut jamais être neutre, mais à moins que je fasse passer un test avec des croix et encore. Alors, il y a une partie d'observation, donc ce que j'ai vu, ce que je vois, et inévitablement, j'essaie de ne pas le faire tout de suite, mais je vais glisser quelques commentaires, qui sont déjà probablement des petites hypothèses que je fais. Alors, dès le départ, l'impression que j'ai, c'est que c'est une rencontre qui ne peut pas se faire. C'est-à-dire qu'il y a 2 individus, l'une qui, selon notre modèle classique, devrait aller
essayer de chercher la communication, voir qu'est-ce qui se communique qu'est-ce qui vient de l'autre part, et puis s'ajuster, comme vous savez très bien, et puis essayer d'entrer en relation. Dès le départ, on a l'impression... Alors, je ne pense pas que c'est dû simplement au fait que je suis filmé, j'ai un thérapeute qui me regarde, j'imagine qu'à la maison, ça ne doit pas être très, très différent. L'impression qu'elle me donne au départ, c'est qu'elle est perdue. Elle est perdue parce qu'elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est cette chose qu'elle a devant elle, parce que, et là, mais c'est déjà une hypothèse, je pense qu'elle ne peut pas faire ce jeu inévitable qu'on fait tout le temps, pour être en relation avec l'autre, d'un côté, je me mets à sa place, et pour être en relation avec lui, quelque part, je vais un tout petit peu réveiller ma partie comme lui que j'ai en moi. Pour faire ça, la chose qui complique encore plus la donne à ce moment-là, c'est que je dois faire un double travail. Vous le savez, c'est que je dois mettre à la place du bébé, donc réveiller ou me mettre dans la peau du bébé, et en même temps, je veux me mettre dans la peau de la maman. C'est-à-dire que je dois quand même chercher dans l'interaction présente externe, sensorielle, proto-émotionnelle, qui devient émotionnelle, affective et communicative si tout va bien, je dois mobiliser des imagos, des choses, des personnages que je porte à l'intérieur de moi, qui vont me donner le manuel d'utilisation du nouvel jouet que j'ai devant moi. Parce que quand il arrive, on ne me dit pas comment ça marche. Alors, il y a certaines choses que quand ça va bien, probablement il y a un certain bagage biologique depuis des millénaires qui fait qu'il y a des choses qui viennent plus ou moins spontanément. Néanmoins, pour le faire, j'ai besoin, pour être maman, de m'identifier à une maman, externe ou interne, et pour entrer en relation avec un bébé, savoir qu'est-ce que c'est un bébé, comment il fonctionne, comment il communique et comment on rentre en relation. Alors, vous voyez qu'au départ, l'impression presque que j'ai eue qu'elle est tellement perdue, elle a tellement peu de représentation que j'ai presque l'impression qu'elle s'attend du bébé qu'elle prenne l'initiative, qu'elle communique. Et puis vous avez vu au départ, c'est un silence assourdissant. Alors, dans un premier temps, la pauvre est plus ou moins, elle s'auto-entretient toute seule. Après, quand elle commence à en avoir marre, elle commence à bouger son corps et commence à émettre des sons pour attirer la relation de l'environnement, parce que on est des hypermammaliens, on est très bien construits, mais en tout cas à cette époque-là, on a encore beaucoup besoin de l'environnement pour vivre, non seulement pour bouffer, mais pour développer, pour vivre, pour se développer. Donc elle essaye d'appeler l'environnement, mais l'environnement ne répond pas tout de suite. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort son petit calepin et elle demande, je peux prendre des notes. Elle n'est pas toute seule, elle se rend compte qu'elle a un œil qui le regarde, je ne sais pas lequel, elle demande la permission, comme une petite gamine. Comme si elle pensait que l'autre avait les clés pour faire et moi je ne pouvais pas. Après, on peut tous se lâcher et imaginer qu'est-ce qu'elle aurait voulu écrire dans ce calepin. Ou avec qui elle voulait se mettre en communication. Parce que je pense que mais ça je suis déjà dans une hypothèse, c'est je prends un support sensoriel, je fais quelque chose qui me permet de ne pas être dans la passivité et dans le non-savoir. Après, je peux imaginer que j'essaie de traduire et d'écrire ce que je vois, ou j'essaie d'écrire, je ne sais pas, si j'écris à ma maman, regarde, je regarde ça, dis-moi qu'est-ce que c'est, après tu me l'aurais dit, comme ça je peux l'interpréter, communiquer avec mon bébé. Donc c'est une tentative d'entrer, à mon avis, de sortir de l'impasse, mais je ne pense pas qu'elle s'en rend compte, et une tentative de communiquer, d'entrer en lien avec quelqu'un. Mais même presque jusqu'à la fin. La distance, alors, vous voyez que quand j'observe, j'essaye, tant bien que mal, de me mettre à la place et du bébé et à la place de la maman.
Donc, si on regarde du focus de la maman, j'ai l'impression que c'est une petite fille qui est perdue, qui ne sait pas quoi faire, et qu'elle a une chose devant elle qu'elle ne sait pas comment prendre. Et qu'elle ne sait pas comment rapprocher. De l'autre côté, on a un bébé qui est calme au départ et qui va grosso modo le rester. Voilà, il s'agite un peu, mais ce n'est pas l'enfant le plus agité que vous avez, que j'ai rencontré dans ma carrière professionnelle. Va savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'elle est déjà dans un processus toute seule pour faire sans l'autre, ou alors c'est un produit fortuit de ce qui se passe là, parce que quelque part, peut-être, malgré tous nos commentaires, cette maman, un tout petit peu, elle est déjà là. Bon. Quand elle change sa régulation, quand elle passe d'un état à l'autre, elle essaie de elle le vit. Après, elle le vit comme un bébé peut le vivre à son âge. Je pense. Elle n'est pas dans la représentation symbolique de la pensée et de l'affect, mais il y a des vécus corporels, protosensoriels, mais qui l'essayent. Elle le vit et puis elle le transmet, elle les communique sous forme sonore et sous forme motrice à l'environnement. Ils ne sont pas tout de suite acquis ou compris. En tout cas, le message ne devient pas communication parce qu'il part et c'est une bouteille dans la mer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction dans l'autre. Le message devient communication quand l'information arrive dans un récepteur qui se modifie après avoir reçu l'information et qui quelque part me le dit, me signifie quoi là, il y a quelque chose, j'ai un impact sur toi. Ça ne se passe pas. Alors elle s'agite, elle bouge, elle commence à émettre des sons jusqu'au moment après quand elle arrivera à régurgiter. Donc, c'est plus simple, probablement, de se rapprocher quand elle voit quelque chose de réel et concret. Ah oui, là, je suis plus utile parce que je comprends qu'est-ce que c'est. Je peux entrer en relation et je peux la soigner, parce que je peux m'occuper d'elle, etc. Mais avant, elle ne savait pas. C'est comme si elle s'attendait que son bébé lui parle ou s'adresse dans une relation en communication verbale adulte pour entrer en communication. Après le calepin, elle me sort l'appareil photographique. Je ne vais pas faire la caricature du psychanalyste, et donc, mais là aussi, la pauvre. Non, parce que ça ne sert à rien, parce que sinon je risque. Mais... Alors, nous, c'est parce que là aussi, bref, on a toute une série d'hypothèses qui commencent à être en tête. Mais comme disait, ou comme dit plutôt Antonino Ferro, donc il y a des choses quand on travaille qui sont dans notre cuisine, donc on les pense. Mais on n'amène pas le patient en cuisine. On amène dans le restaurant ce qu'on a cuisiné avec les ingrédients qu'il m'a amenés. Et puis, dans le restaurant, je vais interagir avec mon bébé, ou mon patient, ou mon adulte. Alors, quand elle me sort l'appareil photographique, là aussi, je me dis, mais misère, la pauvre. Elle a encore besoin, elle cherche désespérément un support sensoriel qu'elle puisse regarder. Elle cherche à immortaliser ou à changer d'un module sensoriel ce qu'elle est en train de vivre. Comme si c'était plus simple de regarder une photo que de vivre live la situation. On peut imaginer, je garde un souvenir, parce que la photo restera. Mais la photo restera, mais la photo inévitablement elle se mettrait en contact avec des photos ou pas qu'elle devrait retrouver dans son album de photos internes de quand elle était petite, etc. etc. Donc vous voyez que probablement cette hypomanie que j'essaie de vous mimer, elle est aussi en fonction du fait que l'autre partie qui s'identifie au bébé a juste envie de se lever et je ne sais pas, de prendre le bébé ou la maman, les trois, de faire quelque chose. C'est très difficile de ne pas intervenir. Parce que, voilà, si je m'identifie au bébé, je me dis, mais le pauvre ou la pauvre, on a tous notre névrose personnelle. Probablement, c'est mon bébé à moi qui a souffert terriblement quand j'étais petit, qui inévitablement se met à raisonner avec la pauvre petite qui n'est pas en relation, etc. Mais on a envie de faire, on a envie d'aller tout de suite et de ne pas rester passif, parce que la passivité, c'est très compliqué dans ces moments-là. Mais heureusement, ça ne dure pas longtemps, donc on se retient, on continue à observer. Dès que la petite fait une chose que la maman comprend, elle intervient. À sa manière, mais elle intervient.
Parce que vous en avez vu que même quand ça régurgite, même quand ça vomit, c'est comme si je ne voyais même pas ça. Au moins là, elle intervient. Elle intervient à sa manière. Et puis, vous avez vu après, donc une fois qu'elle a soigné son bébé, elle la rapproche. Là aussi, je ne sais pas, moi, ce n'était pas la position la plus confortable pour rencontrer un bébé. Et comme bébé, je n'aurais pas très confortable d'être en suspension comme ça, essayer d'interagir avec une qui s'exprime comme moi. Parce que même dans les peu de sons que cette maman émet, c'est très compliqué. Il n'y a rien. Il y a pas. Je ne dis pas qu'il faut. Alors, bref, on communique comme on peut, comme on veut avec les bébés, mais il n'y a pas de musicalité, il n'y a pas d'interaction. On a l'impression qu'elle essaie désespérément presque de faire comme son bébé, de répéter, parce qu'elle se dit voilà, le bébé parle le langage du bébé, alors quand il fait ni 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 ni, je fais ni 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 ni. Elle ne peut pas se représenter une autre forme de communication parce qu'elle n'est pas encore dans la relation. Alors, vous voyez que si on s'arrête, parce qu'après on s'arrête à ces 5 minutes, dans ces moments-là, si je devais, quand j'ai résumé à Sandra mon observation, j'ai dit, c'est l'histoire, j'exagère un peu, d'une non-rencontre ou d'une tentative presque échoué, presque, parce qu'après, il y a quand même, c'est pas, il y a pire, mais il y a toute une rencontre qui ne peut pas se faire parce que la distance ne se trouve pas et parce que la communication qui se base sur quand même une mobilisation des facteurs internes qui me permettent de comprendre ce qui se passe à l'extérieur de moi, m'empêche à ce moment-là de le faire. Donc je caricaturise dans les soins au sens presque physique ou somatique du terme, donc je peux m'occuper, je vois, c'est pas qu'elle ne voit pas son bébé, mais on a l'impression, là, encore une fois, c'est 5 minutes, je suis assis tranquillement, je ne suis pas au front des émotions, on est là, derrière un écran, et puis là, c'est moi qui émets des hypothèses comme ça, presque dans le vide. Et voilà, donc l'histoire d'une non-rencontre, d'une distance qui n'arrive pas à se trouver bonne, parce que vous savez que quand on interagit avec les bébés, la distance n'est pas là. C'est-à-dire que c'est pas qu'on arrive à la bonne distance tout de suite, on doit la rechercher, laisser au bébé la possibilité d'aller à droite, à gauche, et puis clac. Et puis à un certain moment, donc on passe plus de temps, disent les attachmentistes et les psychanalystes aussi, à s'adapter pour pouvoir réguler la distance et l'interaction pour après, plouf, je me capte. Et après, c'est des mouvements d'aller-retour. Là, on a l'impression que ça ne se fait pas trop. Elle cherche, surtout la maman, à mon avis, constamment à se rassurer. C'est comme s'il y avait tout le temps une sorte de sonnette d'alarme, je ne sais pas faire, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux pas. Et alors, elle essaie tant bien. Et puis, dans ces moments-là, c'est là tout l'éventuel problème qu'on pourrait trouver après, c'est que quand elle est prise avec ses propres non-représentations, angoisses, non-vécues, etc., ou des images, après, on viendra après, parentales ou maternelles, ou des expériences traumatiques, elle ne peut pas être avec son bébé. Parce que déjà, elle essaie toute seule de s'en sortir. C'est une fois qu'elle s'en sort toute seule, elle pourra se mettre en relation. Alors voilà, c'est un tout petit peu les premières hypothèses et observations que je vais raconter à Sandra après avoir vu cette vidéo. Alors, quand je l'ai regardée la deuxième fois après avoir lu les informations d'Amnestic, oui, j'étais pas complètement surpris de l'anamnèse qui a suivi mon observation. Et pour l'instant, je m'arrête là. Ok. Je vous montre maintenant des extraits du visionnement pour que vous voyez comment j'ai
ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, il y a eu un petit élément de surprise, puisque j'ai évidemment relevé, j'imagine comme vous, les difficultés de cette maman à s'engager avec cette petite, qu'elle laissait toute seule, avec maintenant ce que je ne savais pas qu'en faire, mais maintenant, avec ma lecture d'attachement et de trauma, je pense que cette maman est en train de désespérément se réguler. Quand tu dis c'est dur d'être passif, elle se régule à travers la prise de notes. Elle n'intervient pas pour des raisons que j'ignorais encore, puisque moi ce que j'avais comme information, c'est que c'était une maman qui était toujours, qui répondait à sa petite, qui répondait plutôt trop, qui avait du mal à se séparer, à instaurer des rythmes, etc. Mais là, je vois qu'elle laisse cette petite comme ça, j'étais quand même assez surprise. Maintenant, je dirais qu'elle se régule à travers cette prise de notes, puis alors après, avec l'appareil de photo, dans quelque chose qui ressemble plus à un désengagement. On est plus sur le pôle du désengagement avec une petite qui est trop seule. Alors on est à la fois avec une petite où le bébé réel n'existe pas quand la mère en parle, et en plus qu'elle laisse très très seule. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, la mère le confirmera, elle répond, dans les moments de régurgitation, elle sait que là, elle doit aller sauver son bébé, puis elle y répond. Et donc, je vais vous raconter juste avant qu'on voit le visionnement, un truc. Moi, j'étais donc à ma place et j'ai jamais eu une chose comme ça qui s'est reproduite de toute ma vie. Quelqu'un d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, elle a dit « Vous me parlez de jeu spontané ». Je n'ai jamais parlé de jeu spontané. Ça, c'est vraiment le sommet du paradoxe. Soyez spontané, jouez spontanément. Elle joue, elle fait comme elle a envie. Elle traduit ça déjà sur un mode paradoxal de jeu spontané. Et puis, c'est pour ça qu'elle dit « est-ce que je peux… Et puis quand je lui parle de loin, moi j'ai passé 25 minutes avec elle, où il y a pas mal de choses qu'elle m'a racontées, où je l'ai beaucoup amenée dans ce travail sur la relation, etc. Je ne veux pas tout vous raconter maintenant parce que ce n'est pas l'objet, mais où je l'ai beaucoup portée, amenée. J'ai essayé de comprendre les choses, où elle, la question c'était est-ce que j'ai abîmé mon bébé? Si mon bébé n'est pas abîmé, donc c'est moi. Et moi de dire, mais c'est pas ça qu'on va aller regarder. On va aller regarder les choses plutôt à travers les yeux de votre bébé. C'était la seule porte que j'avais, puisque je dis là, vous m'avez parlé à travers vos yeux. Puis elle me dit, ben oui. Je dis là, maintenant, vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller regarder à travers les yeux de votre bébé. Et on se pose et on observe. Et peut-être, et elle a dit, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi la guidance interactive, pour peut-être essayer de prendre du recul. Donc ça, elle a ses ressources. Et donc, quand elle me demande si elle peut faire le truc, les notes, moi, dans ma tête, quand elle a pris son calepin, puisqu'on a chacun nos idées dans la tête, moi, je me disais, tiens, elle va vite noter qu'elle doit aller acheter un litre de lait et puis des poros, je vous jure. Je me dis, elle a oublié, c'est sa liste de courses. C'est drôle, j'ai pensé à la bouffe à part ça. La bouffe, alors que la bouffe, c'est un gros problème pour elle, mais bon. Et puis vous verrez que par la bande, j'essaie un petit peu de savoir, dans le visionnement quand même, qu'est-ce qu'elle voulait noter. Voilà. Donc, il y a une chose que je dois absolument vous dire, encore avant, c'est les questions après le jeu. Et il y a un petit bout de questions après le jeu qui est pas tout à fait sur le montage. Et quand je lui ai demandé dans quel moment elle se sentait le mieux, ça va être déterminant sur ce que je choisis de lui montrer. Je ne sais pas ce que vous imaginez qu'elle aurait préféré comme moment, comme ça, plutôt le moment où elle la photographie. Où elle tombe, enfin, où elle se regarde. Quand elle fait cette espèce de gymnastique un petit peu… Ouais. Qu'elle aurait préféré ça? Eh bien, effectivement, pas du tout. Elle se sentait mieux dans le premier moment. Et c'est là où je vous dis que ces questions sont intéressantes, parce qu'elle me dit « J'essayais de recréer une situation habituelle. Je suis occupée à autre chose et elle joue seule dans son coin. » Donc,
par rapport, quand je dis qu'elle en fait trop, par rapport à cette maman qui la met au sein jusqu'à toutes les 20 minutes avec ce bébé qui pleure et cette maman, là on a tout à coup toute autre chose qui arrive. Je suis occupée à autre chose et elle joue seule dans son coin. Sinon, je serais restée à rien faire, soit je crois qu'elle va le dire, je serais restée à rien faire en attendant qu'elle demande de l'attention éventuellement. Je ne serais pas intervenue plus. Mais voilà. Et puis elle dit un truc du genre comme il y a la caméra, voilà. Voilà. Donc, maintenant vous allez voir. Hop. Voilà, puis si ça passe pas, avant de la reprendre, j'essaie de sentir plus ce que c'est. Vous entendez le désespoir? Donc là, on a tout qui se déplie. Et là, vous avez aussi une chose qu'il a fallu beaucoup faire avec cette maman, mais qui est la force, je dirais, de ce type de travail. C'est ces moments où on travaille sur l'image. Et après, là, on est sur le bébé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle vous montre? Qui va me permettre, moi, l'accompagner. Puis c'est ça, le truc minutieux. Et où elle dit, tout à coup, là, je lui saute dessus. Donc ça, c'est un premier truc qui est un peu surprenant, parce que juste, elle l'apprend, donc. Et je lui dis, ça, pour vous, ça lui sauter dessus. Et c'est là qu'elle va m'expliquer qu'effectivement, d'instinct, elle l'apprend. Et en fait, quand elle répond instinctivement, il y a un truc qui roule. Et quand elle commence à penser, ça devient la fin des... Absolument. Et donc, c'est là qu'elle a espéré, elle dit, alors d'instinct, je l'apprends, je l'emmène pas, puis je dis, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Et là, on sent, mais c'est un vide abyssal. Hein. Elle est complètement perdue. Oui, tu as envie d'intervenir. Alors, parce qu'on se dit, ben, si l'instinct est de réagir quand elle pleure, moi, je suis pour. C'est-à-dire, au fond, il n'y a rien de mal. Après, on peut se poser la question sur répondre à quelle pleure. Quel est le signal d'alarme qui s'enclenche quand le bébé pleure? Et puis, vous avez vu comment, dès où elle est avec son bébé, où elle est avec Sandra. Donc, si elle interagit avec Sandra, le bébé disparaît. Si elle prend le bébé et perd Sandra, ah oui, on parlait de ça, c'est vrai. Donc, elle n'arrive pas. J'ai l'impression, je mets l'hypothèse, je ne suis pas sûr. Là, elle n'arrive pas à circuler. Donc, où je suis avec toi dans les notes, je me rappelle l'hypothèse de tout à l'heure. Je reste avec Sandra parce que je me régule, je reste avec elle pour retrouver la sécurité du lien que j'avais avec elle, qui me disait comment faire. Et je prends la note, mais là, je n'interagis pas. Quand j'interagis là, l'autre disparaît et je n'arrive pas à faire ce mouvement qu'on va appeler de triangulation, si on parle. Bref, de porter deux en même temps. Donc effectivement, c'est ce qu'elle me dira, c'est qu'elle avait noté des choses que je lui avais dites dans la première partie. Beaucoup de choses, ouvertes à l'extérieur, vous lui donnez un objet qui l'intéresse. Donc là, on décrit ce que fait le bébé. Et ce qu'elle fait avec lui. Donc elle entre en matière, elle accepte. Donc, c'est sûr que face à cette maman complètement perdue, avec ce vide immense et ces représentations catastrophiques d'elle-même, et je lui avais annoncé, je sentais intuitivement que c'était ma seule voie, c'était de passer par le bébé, le regard du bébé, et l'acceptation que le bébé faisait de ses interventions, de ses rares initiatives. Donc là, en fait, on voit, c'est clairement surexposé, on ne voit pas bien, mais quand elle avait perdu un petit jouet, et la mère, ça elle l'avait vu, qu'elle était restée sans jouet, la mère elle s'était penchée, vous avez peut-être vu, pour lui remettre dans les mains, et je commence par faire par le menu qu'effectivement, la petite accepte la proposition de sa mère, elle prend le jouet que la mère lui a mis dans les mains. C'est vrai ça, elle dit. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Hein? Parce qu'un bébé qui refuse, elle aurait pu se mettre à pleurer, elle aurait pu jeter le jouet, rien ne l'oblige d'accepter ce jouet. Donc vos propositions, elle les accepte. En général, oui. Là, en tout cas, vos propositions, je ne vais pas généraliser. Vous savez, cette séquence de jeu,
c'est vraiment notre petit laboratoire. Alors c'est vrai que quand vous parlez de jeu spontané, ce ne sera jamais un jeu complètement spontané puisque je vais vous demander de jouer. Mais c'est quelque chose qui reflète la façon dont les choses s'organisent entre vous. D'accord? Donc là, regardez, en quelques secondes, on a déjà quand même deux, trois petites choses. Hein? Que elle est tranquille. Vous savez, il n'y a pas de bébé à cet âge-là, je ne veux pas tout faire de comme ça tranquille. Hein? Je suis absolument d'accord avec ton commentaire que ce bébé calme, coopératif, était un immense allié. Immense allié. Et c'est quand même un peu lourd comme tâche. C'est pour ça que, après je vous mettrai mon hypothèse, mais c'est vrai que étant si peu contenue, on comprend qu'elle ait du mal à développer ses compétences de régulation. Là, dans le travail, vous voyez qu'il y a toute cette description de ce bébé des différents pleurs du bébé, hein, de pourquoi un bébé pleure, comment un bébé peut être fatigué, avec tous les petits sons qu'elle émet. La mère, elle est moins inquiète parce que je suis là. Quand le bébé commence à moduler, elle avait été silencieuse jusque-là, elle entend une voix comme ça, elle commence à moduler. Je lui fais une petite modulation, etc. Puis je lui dis, voyez, la mère dit, elle est d'accord avec ce que vous dites, là. Donc là, on sent vraiment qu'elle prend appui, la maman. Alors moi, je pensais aussi à mes bébés à moi, sur le dos avec les néons, mais j'entends au bout de 15, je sais pas, mais ils détestaient ce genre de position. Et puis Lucie, elle restait quand même très tranquille, et puis des fois elle s'agite, elle fatigue. Vous allez voir, après il y a d'autres choses qui vont se passer encore. Tu voulais dire quelque chose avant que je continue? Elle fait un travail de traduction multimodale qu'on peut appeler fonction maternante. Elle sécurise la maman qui, sortie du vide ou du trop-plein, je ne sais pas encore, peut à nouveau fonctionner et s'approcher. Parce qu'il a une traduction de ce qui se passait, une bonne traduction qui lui permet d'être plus en contact avec ses affects et ses émotions et de pouvoir retrouver et rétablir la relation. Ce qu'elle ne peut pas faire quand cette fonction de traduction n'est pas là, parce que, comme le disait très bien notre cher Bion, l'absence du bon se transforme en présence du méchant. Alors, je ne vais pas parler un temps de surmoi. Bref, vous avez compris. Donc, et de là, tous ces fantasmes, je l'ai abîmé, elle s'est à fond là-dedans. Et puis voilà, je l'ai cassé, c'est de ma faute, alors j'ai cassé mes parents. Bref. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Tu as dit comment l'absence du bon se transforme en quoi? Ça, c'est la vie de cette dame à ce moment-là. C'est-à-dire à la place de la bonne traductrice, il y a le juge qui dit c'est ta faute, tu ne vaux rien. Ça sera toujours pareil parce que l'histoire se répète. Mais ça, c'est déjà, ça c'est représenté, elle ne vit pas ça, elle vit le vide, elle vit l'angoisse non représentée. Oui, absolument. Elle redit et moi je lui saute dessus. Et là, j'ai décidé à ce moment-là d'aller explorer ce que c'était, c'est-à-dire de lui sauter dessus, puisque c'est une des rares fois où elle répond juste de manière appropriée, contingente, ajustée à son bébé. On va refaire ce petit mot parce que... Pourquoi? Là, je turbine pour voir comment je vais formuler mon truc. Pas le pourquoi, c'est mauvais pourquoi. Donc j'évacue pourquoi. Quel ton de voix vous avez? Quel ton de voix vous avez? Vous avez vu comment vous présentez la petite balle? Comment vous voyez faire? Oui. Comment vous trouvez là quand vous présentez la petite balle? Donc là, je vais remontrer. Ça, c'est l'intérêt de l'outil. Voilà. Donc là, je la décentre de son point de vue propre. Hein. Ça marche souvent assez bien. Vous imaginez quelqu'un que vous ne connaissez pas, arrive dans la pièce et voit ça. Et elle dit, c'est mignon. Bon, là, ça c'est grandiose parce qu'elle régurgite, donc. Donc ça, c'est vraiment les trucs magiques. Hein. Vraiment, elle sort une deuxième fois. Elle dit, je devrais peut-être lui... Donc vous avez compris la logique. Hein. Et c'est là le piège dans lequel elle est. C'est qu'elle a peur, quand elle fait, d'être intrusive. Et ça, bon, maintenant, on voit plus d'où ça vient. Elle a peur d'être intrusive, elle a peur de l'empêcher de vivre, elle a peur de l'empêcher d'explorer,
Elle dira, mais moi, elle a peur de l'écraser, quoi. Elle est en train de faire un truc, et puis moi, j'arrive avec ma position, et paf, je la casse. Et donc, elle est en train de dire, bah voilà, tout de suite là, je lui réponds. Je devrais peut-être lui laisser me demander, je ne sais pas, elle ne sait pas trop comment, et la petite, oups, à ce moment-là, elle régurgite. Voilà, donc on est à l'étape d'après, il faudrait que j'attende qu'elle pleure ou qu'elle appelle. Donc il faut, bon, la régurgitation c'est un peu trop, mais quand même un signal, on est toujours dans l'histoire du signal qui doit vraiment être fort. Ça c'est là, on va dire c'est le gros de la première séance. Alors, je vous montre juste comment j'avais noté mon focus, hein, si vous voulez, parce qu'elle se présente comme très très mauvaise, mais en même temps où ça a été très difficile, c'est qu'elle a, à un certain moment, elle a un peu distordu la situation en disant, en faisant que elle est effectivement, elle, toute seule, toute perdue, quand elle est avec son bébé, et dans cette situation-là, être en représentation pour montrer comment elle peut essayer d'être une bonne mère, mais à travers quand même des choses très 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 distordues. Mais c'est vrai qu'elle a lu 2-3 choses, mais en même temps, elle a des angoisses épouvantables qui n'arrêtent pas de lui tomber dessus, et elle peut dire que ça lui a servi à rien du tout. Voilà. Donc, en sortant de cette première séance, voilà le focus que j'ai fait mes devoirs, voilà le focus que j'avais écrit. Mauvais ajustement de la distance mère-enfant, où la mère laisse trop l'enfant à elle-même et se vit comme lui sautant dessus quand elle répond de manière sensible à ses signaux. Ce comportement est probablement lié à l'ambivalence maternelle face à la dépendance du bébé à son égard. Alors le lien que je pouvais faire avec mon hypothétique lien, hein, c'était que cette petite, elle était insuffisamment contenue et en sécurité, pas de S, pour se relâcher et s'endormir. Et puis que ces brusques rapprochés maternels, ces brusques réajustements, parce qu'elle est toujours en train de réajuster, à certains moments elle est très proche, elle la colle au sein quand elle est angoissée, puis après elle la laisse parce qu'elle veut pas devenir intrusive, et puis je vous dirai une autre phrase qu'elle m'a dit, qui est impressionnante, ça empêche le bébé de se réguler. Et puis je vous passe le travail aussi sur les différents pleurs et les stratégies, où parfois elle pouvait changer de stratégie sans même que ce soit communiqué à un tiers. Son compagnon il comprenait rien du tout, moi j'avais des trous dans la tête. Pour elle c'était cohérent, mais c'était incompréhensible. Et puis donc, élément apporté par les interactions, trop loin ou vivant comme les sautant dessus quand elle répond de manière sensible. Donc moi, cet aspect de désengagement, c'est pour moi l'objectif prioritaire, c'était d'agir dessus pour diminuer les intrusions impulsives motivées par l'angoisse, mais aussi pour soutenir ce bébé, donc l'aider à favoriser l'engagement maternel. C'était tout simplement un travail sur la sensibilité maternelle en partant des signaux d'appel du bébé, de ce qu'il lui montrait. Effectivement, et là on rejoint ce que vous dites, à savoir on part toujours, le bébé il porte beaucoup là-dedans parce qu'on doit partir de ces signaux et du coup quand elle y répond, des réactions du bébé, ce qui fait que progressivement elle va avoir moins peur de l'abîmer, et mon idée bien sûr c'est qu'elle progressivement elle voit qu'elle le nourrisse autrement, psychiquement, relationnellement, et pas seulement avec le lait. Parce que je ne me souviens plus si je vous ai dit dans l'anamnèse qu'elle s'était effondrée au moment du sevrage. Non, c'est que voilà, elle a allaité ce bébé, et puis après elle avait moins de lait, et le pédiatre lui a dit qu'il faudrait qu'elle pense au sevrage, et elle s'est mais complètement effondrée. Elle était catatonique au fond de son lit. Elle a eu pendant pas mal de temps ces symptômes seins durs, seins mous. J'ai les seins mous, quelle horreur, j'ai les seins durs, ça va mieux. Et donc, le fait qu'elle puisse plus allaiter son bébé, c'était à peu près comme si c'était la seule chose qu'elle pouvait donner à son bébé. Donc, c'était aussi une façon de la nourrir autrement. Puis après, elle a fait en fait 15 jours, 3 semaines sans l'allaiter, puis après, elle a réussi à repasser à l'allaitement mixte. Donc, en rendant la mère plus confiante dans l'effet de ses interventions sur Lucie, en passant par une lecture de ce que lui montre l'enfant, c'est ce que je vous disais, donc engagement de l'enfant à son égard,
Et donc chercher des interactions où l'enfant sollicite ou répond à la mère. Voilà, ça c'était la manière dont j'ai travaillé au début. Puis après il y a eu tout le travail avec le père, mais ça on verra dans la discussion si on peut en parler. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est pour que vous puissiez réaliser dans quel état elle était de ses angoisses, dans la partie avant le jeu, donc dans les 30 premières minutes. Elle me parlait justement de ces moments où elle avait... je lui décrivais ces moments qu'on allait prendre pour observer son bébé, prendre du recul, faire quelque chose, puis en même temps regarder ce qui se passe. Puis c'est là qu'elle me dit, c'est pour ça que j'ai choisi la vidéo, même si j'aime pas tellement. Et puis, elle me dira que des fois, elle essaye quand même de laisser Lucie s'endormir seule, sans qu'elle s'endorme au sein, puis qu'elle a essayé, et que la petite a pleuré pendant 15 minutes, et que la mère dit la chose suivante, « Je lui ai dit que l'abandon, c'est pas ton histoire, c'est la mienne. Tu peux y arriver. » Donc la petite a 4 mois et demi. « L'abandon, c'est pas ton histoire, c'est la mienne. Tu peux y arriver. Moi, je suis juste à côté, je fais des choses dans la maison, je crois que tu le sais. » Voilà. Donc là, ça montre où on est. Ça rejoint tout à fait ce que tu disais. Elle ne sait pas comment un bébé fonctionne, de ce qu'un bébé peut comprendre, et de comment un bébé intègre progressivement de la sécurité à travers des moments de solitude, en fonction de ce qu'il éprouve et de ce qu'il voit. Et c'est ce sur quoi j'ai travaillé pendant les 10 séances, c'est vraiment un aspect de différenciation. Ça, j'ai pu faire. Après, les angoisses majeures de séparation, là, pour qu'elle puisse la laisser, c'était difficile, mais un peu se différencier. Voilà. Maintenant, je te laisse... Et puis, je propose que, si ça vous va, que tout le monde discute. Il y a quelque chose qui m'a échappé, sa mère. Donc c'était une mère, en fait c'est ce qu'on appelle dans la théorie de l'attachement les mères abdicantes. Donc c'est une mère qui était non seulement très froide, alors la mère dit que maintenant elle est dans le pardon, ça c'est les formulations, elle était dans le pardon par rapport à sa mère, une mère qui elle-même a été abandonnée à 3 ans, donc ça on est dans des transmissions transgénérationnelles d'abandon. Donc une mère qui a été froide, distance, elle l'a décrit comme peu affectueuse, et puis en même temps probablement une maman très maladroite qui essayait de se rapprocher, parce qu'elle dit elle s'approchait de moi par derrière, puis elle m'embrassait, elle avait sa bouche mouillée sur ma joue, ça me dégoûtait, je la repoussais, mais une maman qui l'a effectivement laissée chez des amis, une fois elle m'a raconté pendant 6 mois, sans rien expliquer. Donc vraiment une mère avec une relation extrêmement conflictuelle, où pendant la grossesse, elle a raconté que la mère était venue voir sa fille enceinte et qu'il y avait eu un conflit parce que la maman de Lucie ne pouvait pas répondre aux demandes affectives de sa propre mère à son égard. Et donc ça a fini dans un clash et des crises pas possibles. Oui, on dit qu'on a terminé et puis qu'on discute tous ensemble maintenant.